Bonjour à tous. Bon, je refais une image ici avec la preuve matérielle concrète du fait qu'il y a bien eu du magnifère transmetteur de récup qui a été fait ici, entre autres, entre bien d'autres choses, qui ne sont pas seulement cantonnés au domaine de l'énergétique d'ailleurs. Il y a aussi toute une suite de chaînes productiques pour la production de matériaux d'agglomération polymères géomagnétiques, justement pour réfléchir aussi sur les problématiques des apports ferreux qui peuvent constituer en soi une limitation à l'exploitationnalité de telles architectures, quand bien même on sait très bien qu'avec l'aluminium, c'est un matériau déjà tellement surabondant à la surface de la planète que ce n'est quasiment pas un problème, mais c'est une quête d'excellence personnelle poussée dans l'architecture la plus aboutie possible du point de vue de la réduction le plus possible de tout impact environnemental, même si on est déjà bien d'accord que ces architectures-là sont le meilleur rapport matière première, impact environnemental, efficacité, rendement possible pour une approche de générativité électrique. Il y a rien qui tient à la comparaison. Euh, le nucléaire le surpasse en puissance, mais le paye en déchets et en dépendance environnementale, ce qui n'est et en entretien et en maintenance, ce qui n'est pas le cas de ces architectures-là. Donc c'est vraiment la panacée. C'est pour ça qu'on insiste autant et que le la part des écologistes qui ne maîtrisent pas la nécessité de pratiques expérimentales de la physique, enfin expérimentales. C'est ça qui est gênant aussi, c'est que si vous voulez, c'est même pas une question d'expérimentation et d'être pointu en physique, c'est une question de faire un travail de décence historique, de consulter les archives avant le remodelage de ce qu'on a posé comme les consensus des systèmes, des lois et des unités de référence, avant que le système international ait été bâti, et c'est-à-dire avant la dévastation généralisée qu'ont été les deux guerres mondiales. Ce que vous voyez là, c'est potentiellement peut-être la raison de la deuxième guerre mondiale aussi. On rappelle que la deuxième guerre mondiale a éclaté autour de la Serbie, que Nikola Tesla était serbo-croate, et que c'est le harcèlement de l'empire austro-hongrois envers les serbo-croates qui a mené à l'assassinat de l'archiduc Ferdinand et qui a enclenché tout le jeu des alliances automatiques. Et il y avait aussi cette question de la rivalité entre les puissances thalassocratiques impériales anglo-israélo-américaines et les puissances continentales, notamment allemandes, les forces de l'Axe, avec le projet du Bagdad-Bahn, qui était le premier projet de route de la soie ferroviaire. Donc sous ça est le véritable background des fondamentaux de soutenabilité hyper superstructurels de l'orientation industrielle qui allait fabriquer l'Occident. Et ceci était déjà le projet de Nikola Tesla de vouloir... le brevet de ça, c'est avant le XXe siècle. D'accord, la version finale aboutie du magnifère transmetteur, c'est 1918. Mais les premiers travaux de Nikola Tesla sur ce type d'architecture, en réalité, les redécouvrant de l'Égypte antique, je vais y revenir, avec les bobines pyramidales qu'on voit dans le laboratoire de Colorado Springs, sont en réalité, donc au moment où Nikola Tesla a sa collaboration avec Westinghouse, sa fameuse centrale électrique des chutes du Niagara, etc., toute leur collaboration, avant qu'il essaye de refonder son nouveau laboratoire à Wardenclyffe et va se faire du coup avoir par JP Morgan qui va le forcer à vendre plus de 51% de ses parts et donc va mettre un terme à son projet et l'accuser de travailler avec l'Allemagne pour finir de le détruire. Ça c'est la version officielle. La version réelle, c'est qu'en réalité, il était contraint d'être intégré de force dans les black programmes américains et tout un tas de choses vont commencer à dériver à partir de là, comme l'expérience de Philadelphie, qui va du coup se produire contre son consentement et commencer à bouleverser tout ce qui mène jusqu'au monde moderne aujourd'hui. Puisque dans ces architectures, il y a un problème, on va y venir, parce que c'est une nécessité aujourd'hui de ne faire l'impasse sur rien de ce qui concerne véritablement tout ce problème, car ce problème en réalité se pose depuis plus d'un siècle et demi. Donc les premiers brevets de tout ça, déjà, pour être parfaitement honnête intellectuellement,
La première mouture de ces technologies-là, c'est Henry Plosson. Oh. 100 years ago, people were able to use electricity from the air. What you see on the screen is the real article from the Science and Invention magazine. An article about the Plosson invention was published in 1922. A ball made of aluminum was filled with hydrogen or helium and, at a height of 270 meters, generated a constant electricity with a voltage of 400 volts and a strength of 1.8 amperes. Two aerostats with a capacitor battery provided a power of 81 kilowatts per day. As the author writes, its power is very great. There is no doubt that this invention will soon become widely used worldwide, especially in rural areas and where hydroelectric power is lacking. Why don't we use it nowadays? The full picture of the article I published in my Telegram channel can be found via the link in the channel's profile. Avec ses collecteurs électro-atmosphériques, et on parle de brevets qui sont encore du 19e siècle. Hein. Tesla arrive dans ce prolongement-là, et son premier brevet de première bobine de Tesla, on va dire préhistorique, c'est pareil, c'est 1891. You already know what's going on, dog. Hey, Mom made pancakes. Donc, y a énormément de choses à dire sur tout ça. Donc, je voulais faire cette image, on va arriver sur autre chose, je vais continuer de dérouler et d'expliquer ce qui est améliorable avec Theta. Voilà. Deuxièmement, moi ça fait longtemps que j'ai du coup travaillé à tous ces sujets. La phase où j'ai rencontré quelqu'un au colloque de Christophe Tétard, avec qui il nous a semblé être plus avancé que les conclusions de Tétard lui-même, c'est pourquoi j'ai pris l'initiative d'inviter et de financer un an de colocation à la maison qui a été extrêmement concluant et qui s'est arrêté indépendamment de ma volonté, hein, c'était contre ma volonté, ressemble seulement à un côté débutant chez moi, c'est absolument faux, c'est juste la partie pratique de réalisation. Il faut comprendre que parallèlement à ça, moi je bossais pour financer tout ça, qu'il y avait une intensité à la société dans laquelle j'étais. C'est une année où j'ai triplé le chiffre d'affaires de la boîte avec mon effort de production soutenu pendant un an. Hein. Les chiffres de prod en attestent, on sortait 3 fois plus de volume de produits réalisés que d'accoutumés. C'est clairement recentré autour de ma personne et de mon collègue, puisque ça commence dès des horaires en 2/8 où on a les chiffres par binôme, hein, de demi-journée, donc enfin de demi-journée, de glissement, de 8, donc de phase de journée concernée par notre équipe. Donc si vous voulez, tout le tas de conneries, le tas de fatras, de tentatives, de court-circuitage, de prépositionnement dans l'opinion publique, de tous ces stéréotypes et toutes ces tentatives de manipulation de l'opinion publique, c'est ce pourquoi je suis dans un premier temps dans la nécessité de répondre sur un ton ferme, mettre fin à ces escroqueries et ces dépossessions intellectuelles et méritantes, parce que moi j'ai réellement fourni l'effort, hein, en plus de tout le reste de la lutte critique nécessaire au niveau politique, sociopolitique, analytique et militant, hein, pour continuer de servir mon prochain et de protéger mes compatriotes systématiquement, tel que mon devoir constitutionnel l'impose. Donc je n'ai pas à me faire en pseudo-réciprocité adresser ce type de tentative de dénigrement, de dénégation, de déprédation publique, c'est inacceptable. Et donc je suis obligé dans un premier temps de marquer le coup, parce que le problème de ces inerties comportementales là, c'est que quand ça gagne ça rejoue, et donc ça ne sait s'arrêter que finalement quand ça prend ça branler. Donc, la chose étant faite, et voyant que Monsieur Tétard en tient compte dans cette façon de continuer de se concentrer sur l'essentiel, ce qui, je pense, commence à être un accordage où là on peut commencer à parler sérieusement, je pense. Bien sûr, je vais pas faire l'erreur de donner toutes les clés de nos avancées propres non plus, je ne suis pas débile. Simplement, voilà, c'est une façon d'envoyer ce message, de dire le principal, c'est que le monde sorte de tout ceci, sorte de ces blocages, sorte de ces verrous, sorte de ces asphyxies,
non, nos différends ne vont pas nous dépasser et ne vont pas faire en sorte qu'on va se laisser se faire déprédater les uns les autres dans les coins. C'est exactement le jeu qui est attendu de nous, c'est toute la perversité des systèmes secrets qui, à mon avis, ont fait leur temps et sont surannés, et c'est le moment d'affirmer que, internationalement, l'humanité est passée à une autre phase de maturité collective, et que, de toute façon, nous avons cet impératif environnementalo-éco-synergiste à valoriser dès maintenant, et il est temps de faire partie des gens mûrs, éclairés. Ça veut pas dire vieux, ça veut dire conscient, ça veut dire capable, ça veut dire lucide, ça veut dire sagace, et c'est ce qu'il faut. Voilà. La chose étant dite, donc quelques petites observations rapides, tant pour moi, lapsus, à force d'avoir à faire les contre-mesures de tout ça, vous voyez comment ça peut vite bouffer le cerveau. Donc quelques observations rapides par rapport à la démonstration sommaire que vient de faire Tétard. Bon. Je ne sais pas s'il a vraiment compris ou s'il en garde sous le pied, je vais lui accorder le bénéfice du doute, parce qu'encore une fois, malgré le fait d'avoir encaissé pendant 20 ans, je n'ai pas pour projet de me faire programmer psycho-affectivement de force par toute cette maltraitance, donc je vais continuer de nourrir le positif. Donc, ce que Tétard vous a montré, c'est la configuration de couplage de base. Hein. Il est relié à des terres de laboratoire, il fait un couplage aérien, et il dirige deux sources sur la même réception, une en passant par le couplage émettrice-réceptive, l'autre directement sur la réception, histoire de fusionner les alimentations dirigées sur le même récepteur B. Et donc parle de la réactivité du système avec, au lieu d'avoir le double, passer au quadruple avec la loi des joules, hein, puisque 1 demi CV par Hertz, hein, donc la vitesse d'absorption, d'assimilation en signal de régime impulsionnel semi-amorti. Le propre de la bobine Tesla, c'est un peu technique, mais c'est ce qui vous explique que, si vous voulez, la succion s'accélère en se concentrant, donc ça explique le fait que on puisse inducter plus d'énergie dans le système que la proportionnalité avec la résistivité dans un autre type de montage, normalement, devrait s'opposer au passage du courant et donc rendre le système de moins en moins efficace, hein, puisque la résistivité ferait qu'elle s'opposerait au passage de plus de quantité de courant, et donc démultiplierait les pertes avec les effets self, etc. Bon, bref. Donc ça, c'est la configuration de base. La configuration des bobines est de base aussi. En réfléchissant un peu, c'est pas compliqué à capter comment améliorer les propriétés de l'architecture, mais bon, je vais pas tout donner non plus, parce que nous aussi on a trimé pour obtenir des résultats, donc on n'a pas non plus à être masochiste au point de tout filer en permanence, si c'est pour se voir adresser des tentatives de fin de non-recevoir malhonnêtes pour des efforts, véritablement éthiques. On rappelle que c'est déjà un scandale le fait d'avoir perdu autant de temps avec tout ça, et que il y a eu les 60 000 faillites d'entreprises qui ont été induites simplement par la montée artificielle, l'inflation du prix de l'énergie avec le passage contraint à l'arène, hein, avec le marché européen de l'énergie, donc assez de dégâts comme ça, hein. Et c'est pour ça que on va faire preuve de bonne foi en valorisant l'avancée, la pédagogie du débat sur ces sujets. Effectivement, c'est la démarche sur laquelle nous sommes préalablement tous d'accord, et c'est une bonne chose. Donc, il y a les types de couplage aussi, hein, qui ne sont que aériens, et il y a les rapports de mise à la terre. Hein, en réfléchissant bien, on peut continuer de travailler sur le fait de faire s'effondrer encore plus l'inductance. Donc, du coup, on peut comprendre que on peut démultiplier l'interactivité possible d'interfaces d'induction d'énergie supplémentaire. What is he doing? Wait, is he draining the water? How? Because of the pressure. That's actually so smart. Enfin, ces deux données sont essentielles puisque c'est celles qui permettent d'augmenter conséquemment les rapports d'induction de fusion d'alimentation.
Et c'est un montage qui ne passe que de A à B. Hein. Faut réfléchir aussi sur la réalité de tout ceci. C'est la chaîne d'exponentialité que cela permet. C'est-à-dire que si on passe de A à B, puis à C, puis à D, puis à E, il y a un coefficient en fait qui est non seulement de répétition, mais de magnification à chaque fois. Donc la quantité d'énergie produite au final est exponentielle. Hein. Elle est exponentielle au prorata, donc au modulo du nombre de couplages. Hein, puisque c'est pas un système de couplage distributif, hein, comme Christophe Tétard commence à le dire, avec son montage de base. Il n'y a pas d'arrachage de la quantité d'énergie reçue à l'alimentation en entrée. Il y a une synchronisation des différents points du montage, et il y a des sous-générativités qui se répètent. Hein. Ce sont des antennes répétitrices, hein, répétitrices magnifiantes. Donc il faut comprendre que ce cas d'architecture est tout à fait particulier et exceptionnel. C'est pour ça que Tesla a tant affirmé que le futur lui appartiendrait parce qu'il avait suffisamment travaillé pour ça. Il a tout à fait raison. Nikola Tesla, à travers ses montages, il a en réalité remodernisé la technologie existante déjà atteinte dans l'histoire de l'humanité précédemment, dont on a la preuve la plus manifeste, qui est la véritable fonction du plateau de Gizeh en réalité, qu'il a optimisé en l'industrialisant et qu'il a permis à l'espèce humaine de redécouvrir, puisque ayant été perdu avec le déluge. Et donc, si vous voulez, c'est pour ça que tant de mystère est fait et entretenu autour de ces notions, puisque il a été organisé entre-temps un monde où la surexploitationnalité a été bien arrangeante pour des gens qui avaient décidé d'organiser le fait que les autres alternatives plus efficaces puissent exister, dans le but précisément d'en tirer un meilleur parti. Donc ça, c'est toute l'histoire de la guerre Edison, Tesla, Tesla, JP Morgan, avec les électriciens primaires, les pétroliers. Donc par exemple, dans le conflit entre Tesla et Edison, comprenez bien que Edison voulait alimenter l'intégralité des États-Unis en courant continu. Je vous explique l'absurdité de la chose, c'est que quand vous voulez faire passer du courant continu dans un câble, le câble du coup s'échauffe, parce que si vous voulez, la différence entre le courant continu et le courant alternatif, hein, c'est des cours d'électricité de base, parce que vu que l'alternatif a une modulation et que ce que la trigonométrie vous affiche sur l'oscilloscope en réalité c'est un changement de polarité dans le sens du courant du câble, si vous voulez, l'effet accumulatif, l'effet résistif qui fait que votre câble s'échauffant, la matière composant le câble devient plus résistante et donc se met à s'opposer au passage du courant lui-même, donc se met à dériver une partie du courant que vous lui injectez en fonction du temps de plus en plus vers un rayonnement en chaleur, des pertes directement dans l'atmosphère. Bon, bien, même si c'est un peu plus compliqué que ça, en réalité le câble s'excite d'abord, crée un champ magnétique, ensuite l'électricité passe dans le champ magnétique autour du câble, mais cette fonction d'accumulation d'énergie qui proportionnalise l'explosion de la résistivité et donc les pertes est bel et bien réelle. Et donc, si vous voulez, le courant alternatif empêche ça, parce que l'alternance de phase, le changement de polarité de phase, évite en fait la montée en échauffement du câble, et donc évite de stimuler cette propriété de réactivité de la matière, d'augmenter la résistivité, et donc supprime les pertes. Donc, vous voyez comment Edison en fait ne cherchait qu'à protéger sa mainmise extrêmement lucrative, puisque pour réaliser la raquette de distribution de l'intégralité de l'équipement du territoire, il aurait fallu un répétiteur réhausseur de courant, donc une centrale productrice d'énergie quasiment tous les 1,5 km. Vous voyez ? Parce que le courant alternatif, du coup, évitant cette perte, donc cette atténuation en fonction de la distance, puisque effondrant la résistivité du transit, du coup, permet de prolonger conséquemment les longueurs de déploiement pour une même source, pour un même groupe transformateur ou une centrale. Vous pouvez envoyer du courant beaucoup plus loin. Donc vous avez besoin de beaucoup moins de stations de répétition pour distribuer, alimenter, couvrir l'intégralité de votre territoire. Donc vous voyez comment Tesla, dès le début, est un génie de la complexité des systèmes et de leurs optimisations d'ensemble, et donc est un génie d'éco-synergisation des superstructures développées avec l'organisation sociétale. C'est un génie superstructurel, Tesla, ni plus ni moins. Ce qu'il comprend du cœur des polyfactorialités des différents montages et des génies architecturaux que sa vision de synthèse lui permet d'en développer, c'est vraiment l'art que l'on voit dans la systématique de l'intégralité de ces 700 brevets, et donc cette surabondance
de capacité d'optimisation de quasiment tout ce sur quoi ils posent le regard et qui explique une telle quantité de brevets, quoi. C'est vraiment magnifique, c'est vraiment d'un raffinement exceptionnel. C'est incomparable en rapport du niveau technologique de son temps, et c'est des choses que j'ai passé énormément de temps à étudier, hein. Je me suis pas limité qu'à Tesla, je lis aussi toute l'histoire de l'électromécanique, de l'industrialité, de l'histoire des technologies, de tout ça. C'est quelque chose qui m'a grandement occupé. C'est pour ça que je parle aussi beaucoup de l'histoire des cybernétiques depuis la première conférence de Macy en 46, et ses prémices en 42. Le problème qui va se poser suivant le scénario suivant. De plus en plus, actuellement, on va avoir une initiative citoyenne de prise, de soutien et de valorisation de la parole des victimes des sévices pédocriminels. C'est une initiative nécessaire en raison de l'emploi de ce type de conditionnement et de sa reproductivité mimétique exponentielle dégénérescente comme stratégie d'insidiosité, d'infiltrativité, de pénétration du territoire national comme arme de déstabilisation sociétale coloniale, extraordinairement venimeuse, extraordinairement... excusez-moi, je me racle la gorge que je viens de manger, hein, il y a pas du tout d'inconscient mêlé à ça ou quoi. Je le précise parce que justement je suis obligé de défendre cette crédibilité unilatérale pour la subtilité de ce que je vais dire. Donc il y a d'un côté cette initiative citoyenne qui est nécessaire pour valoriser et aider, détabouiser la pleine légitimité des victimes et la nécessité pour elles de procéder aux identifications, au recoupage, au recoupement, à la triangulation des affaires, histoire de pouvoir protéger d'éventuelles autres futures victimes. Donc c'est la partie de nos obligations, de nos devoirs de protéger les droits d'autrui, et donc notre devoir de vérité, notre devoir de service de la justice. Puisque ces phénomènes étant exponentiels, puisque c'est une addiction pour les déséquilibrés qui s'y adonnent, du coup, il s'agit de briser la dynamique d'impunité qui ne fait que la nourrir. Mais, parce qu'il y a un mais, le problème, c'est l'interfaçage numérique. L'interfaçage numérique, l'intermédiation, pour être exact, c'est le point, la situation nodale pour le fournisseur de services internet, quel qu'il soit. Je vais pas incriminer là par exemple le rôle de l'association Aquila ou Wanted Pédo ou ce que vous voulez. C'est la question du broker de plateforme sociale, de capacité des services de monitorer l'intégralité de ce que les architectures informatiques du coup véhiculent sur les superstructures de réseau qui sont leur capacité d'espionnage par large collectage, hein, par large data mining. Mobule est un conteneur de type marine en acier de 6 ou 12 mètres de long, comme ceux que l'on voit sur les navires porte-containers, modifié et aménagé pour en faire un data center de nouvelle génération. Mobule peut être destiné aux entreprises qui souhaitent installer le Mobule sur un site où les mètres carrés, les télécoms et les conditions climatiques permettent un retour d'investissement rapide. Elles peuvent louer ou acquérir une solution Mobule. Nous installons le Mobule dans un délai de 10 à 20 semaines. Le conteneur Mobule est isolé thermiquement, il est étanche et très résistant. Il peut être placé en extérieur dans des conditions extrêmes. Bienvenue à bord de Mobule. On va commencer par la visite des installations techniques. Donc ici, on est sur la partie arrière du conteneur. On a toutes les alarmes techniques qui sont rassemblées dans cette partie-là. Et où justement la combinatoire avec cette psychométricisation dont on parlait tout à l'heure leur permet un avantage tactique conséquent qui est d'identifier, de cibler, de déterminer quels sont les ethos, les habitus, les profils, les types de personnalités, les ensembles de données décisives de constituer leurs traits de caractère et l'anticipation de leurs réactions et leur comportement des personnes. Et ça, c'est extraordinairement dangereux comme arme. Déjà parce que, à l'augmentation de l'IA et à des systèmes comme Prism ou ce que vous voulez, vous pouvez déjà manipuler l'intégralité du sociogramme d'une personne et essayer de la destiner à distance à
maximiser sa frustration, les injustices vécues, vous pouvez manipuler ses proches les uns contre les autres, vous pouvez créer des situations d'isolat, vous pouvez créer des interventions, par exemple une personne qui va mettre son réveil pour un entretien d'embauche important et le téléphone va se faire désactiver la fonction, la personne va pas se réveiller, là-dessus vous ajoutez un problème de modification de grille de train, hein. Je précise que ça a été le cas quand je suis allé travailler tous les jours sur La Rochelle. Je vois encore Pierre-Yves Rougiron décidément encore ressortir cet argument récemment, hein, en parlant de la menace d'utiliser la cyber-attaque comme moyen de semer le chaos dans l'aiguillage ferroviaire. Systématiquement, cette personne est en train de recycler, de mettre à profit pour l'extrême droite de secours, de la déliquescence, de l'incapacité, de l'incompétence crasse du RN, ces expériences qu'il se permet de me destiner précisément, et voilà pourquoi je ne ferai jamais rien avec cette personne, et pourquoi je passerai le reste de mes jours à expliquer, à visibiliser ce qui est véritablement ce type d'agent, parce que ça n'a rien à faire à essayer de se crédibiliser publiquement, alors que ça donne dans le même temps à la tentative de déprédation de ses concitoyens, et que ça a le toupet de venir en plus derrière essayer de se positionner en parangon de vertu, en donneur de leçons d'éthique et d'anticipation stratégique et d'organisation, alors que c'est le premier des hypocrites à s'adonner à ce genre de saloperie. Je rappelle que c'est une personne qui à essayer de positionner les Palestiniens comme peuple ayant le goût du sang dans la bouche, que c'est une personne qui parle du fait de quand on monte des chèvres, on prévoit des phrases d'autodestruction, et autres saloperies, autres barbouzeries dont je vais pas m'épuiser ni me pourrir et me polluer la tête à cause de ces méfaits, à devoir citer la liste exhaustive de tous ces permissismes. Mais voilà pourquoi je contextualise totalement de quoi le RN et ses aéropages et ses réseaux extensifs sont précisément faits, parce que c'est la vérité. Et donc, dans ce genre de situation, justement, vous avez un scénario qui est assez peu accompagnant la nécessité d'installer légitimement et d'y procéder ces sujets actuellement en place publique. Il faut le faire, mais cela s'accompagne d'une anticipation, car déjà, premièrement, ces affaires sont un poids conséquent, sont un sujet sidérant, névrotique, névrosant, qui neurasthénise, impacte, attriste, du coup rapproche le spectre émotionnel des situations potentiellement dépressantes, hein, dépressivisantes, hein, ou pire, plus avancées, entraînent des effets placebo, des somatisations qui participent à une polyfactorialité commençant à attaquer à l'espérance de vie. Donc la nécessité pour les victimes de trouver réconfort, sécurisation, sublimation, transcendance, exorcisme de ces situations d'injustice, de risque et de menace est bien évidemment prioritaire. Mais, il y a un mais qui va avec tout de même, c'est le risque de l'emploi de ces situations plus l'effet d'impact psychologique que la normalisation nécessaire du constat affligeant de voir les proportions de ces méfaits pulluler dans notre société comme arme coloniale, et de voir nos institutions tenter de nous y réduire à l'impuissance, donc l'effet doublement traumatisant et anxiogène et de frustration, de tentative d'imposition de l'impuissance artificielle mais sommée, être intériorisée, compose en soi-même comme dimension supplémentaire de l'arme psychologique, et donc à ce moment-là devient un instrument privilégié d'extraordinaire impact pour des options de pouvoir monter complètement artificiellement comme ça les personnes les unes contre les autres. Je m'explique. Vous allez avoir par exemple l'association Aquila qui investit du meilleur de ses motivations et disponibilités et engagements à défendre des victimes, fait ce dispositif d'opération de faux comptes pour essayer de hameçonner des prédateurs sur le net. Mais imaginez que les réseaux utilisent leur plasticité interceptive, intermédiative, permis par ces superstructures numériques,
pour, par exemple, hameçonner un profil pouvant ressembler à un pédocriminel. Je parle des traits physiques, hein, disons un homme blanc, moyen, pas très beau, ressemblant un peu à Michel Fourniret de 55 ans, qui lui se retrouve à se faire hameçonner parce que est dans un âge pré-retraité, vivant un peu sa crise de la quarantaine sur le tard, se met à flirter ou à regarder un petit peu comment ça se rapprocher des sites de rencontres, etc. Je prends un cas de figure concerné par l'hypothèse, hein, je parle pas de moi ici, bien évidemment. Et donc, cette plasticité tout à fait facilitée par le numérique a de tels entremetteurs de monter cette personne, l'hameçonner de son côté par un profil de site de rencontre, et du côté d'Aquila, du coup, le faire apparaître pour une personne adressant les interactions qu'il aura avec un profil de site de rencontre de son âge, transféré artificiellement en interaction avec justement le faux profil d'enfant monté par Aquila. Vous voyez la situation d'imbroglio montable en épingle de toutes pièces. Bon. Comment faire en sorte que la société puisse à la fois devoir gérer le problème déjà énorme que c'est de se retrouver dans cette attaque en règle du lien de confiance citoyen consensuel de base, hein, où maintenant ces sujets pullulents, les proportions pullulants, nous avons un devoir supplémentaire d'être un petit peu alerte, d'être un petit peu réservé, d'avoir un deuxième point de vue, de pas se précipiter en première lecture, puisque nous avons à nous préserver un petit peu plus qu'avant. Donc déjà, c'est quelque chose qui est assez phagocytant, le lien social spontané, quoi. Mais imaginez en plus que de tels imbroglios existent, puisque à ce moment-là, c'est extrêmement facile pour de tels systèmes de soufflage sur les braises, d'interdéprédation artificielle, maximisée, polarisée, hein, hypertrophiée comme arme coloniale, ne sont pas prévus par les scénarios, ne sont pas prévus par l'anticipation générale, puisque parce que nous agissons sous la sidération de l'explosion de ces stats et de la nécessité de se mettre à faire quelque chose en lieu et place de l'inaction institutionnelle totalement insuffisante et totalement préméditamment non à la hauteur de la situation, c'est déjà un rapport qui est délétère pour organiser tout ça, mais qui en plus du coup retarde d'autant plus la nécessité d'avoir cette anticipation parallèle nécessaire, parce que tout simplement, qu'on le veuille ou non, ça fait partie des optionnalités supplémentaires que le terrain numérique, le terrain cybernéticien, parce que c'est bien de la cybernétique dont nous parlons ici, le permet, tout simplement. Et donc, quels sont les cas de figure prévus pour ça? Vous voyez, puisque, en réalité, tout repose sur la bonne foi d'Aquila, mais ces personnes ne sont pas assermentées. Elles ne peuvent que transmettre derrière des enquêteurs qui, à ce moment-là, eux, sont assermentés. Mais quand on voit le niveau de corruption actuel dans la police, etc., comment faire en sorte, réalistement, de se dire que ce n'est pas en train, unilatéralement, au forceps, de tenter d'attaquer le lien de confiance. Surtout quand on sait que les sectes suprémacistes qui annoncent ces stratagèmes comme composants d'un forçage, d'un passage à l'instauration d'un nouvel ordre mondial, etc., s'arrangent bien dans leur rapport sunzuesque stratégique de tentative de pré-démoralisation totale de l'ennemi, d'accompagner leur provocation, leur insoutenabilité terroriste sidérante d'imposture de ces positions publiques pseudo-politiciennes, de genre de phrases du type « et rien ne pourra l'arrêter » et rien ne pourra nous empêcher de le faire, etc., etc. Donc, vous voyez que c'est pour moi la pleine dimension du problème. Je n'aurais de cesse d'insister, puisque en plus je le tiens de travaux conséquents sur la véritable histoire des cybernétiques à l'origine, hein, qui est le véritable contexte historique de l'apparition de tout ceci. Il faudra bien que je vous le montre à un moment. J'ai plusieurs masters de plusieurs anciens amis, des choses que j'ai continué de creuser en fouillant par mes propres moyens sur le net, du coup en complément. J'ai lu beaucoup des bibliothèques techniques de tous ces pionniers fondateurs de la cybernétique, hein, du Nyquist, hein, du Shannon, du Wiener, du McCullough, du Rosenbluth, enfin bref, tous les pères fondateurs, beaucoup des suivants, bon, aujourd'hui
j'aime lire du Eric Sadin, voilà, on n'est pas là pour faire toute la liste du Martin Armstrong, etc. Donc, et s'ajoute en plus à la corruption souvent en fait aussi le degré d'acuité véritable de maîtrise polydisciplinaire des enquêteurs. Quand vous êtes strictement sur l'axe du judiciaire, du juridique, de l'enquête de police, etc., vous n'avez pas forcément présent à l'esprit l'intégralité des perversités stratégiques, systémiques, préméditées, instrumentales, par rebond, par proxy, par distanciation, par conditionnement, par hypnose. On peut se poser des questions d'ingénierie. Oui, aujourd'hui, l'argument automatique de complotisme sera brandi dans le quart de seconde, mais c'est pas pour autant que c'est hypothétiquement totalement déconnant vu la réalité des moyens techniques d'aujourd'hui et le background de l'existence de la capacité de déprédation de l'homme sur l'homme. Ce sont des choses il est tout à fait valorisable prospectivement de se permettre d'expérimenter aussi, puisque il peut tout à fait matériellement s'avérer le fait que ce soit bel et bien mis en œuvre derrière, le tout étant d'avoir le choix des hypothèses afin de pouvoir les passer au crible de la méthodologie de l'analyse comparative et de voir si c'est concluant ou non. La pré-autocensure n'est pas une voie d'encapacitation. Voilà, donc ça c'est pour la petite incise sur la cybernétique. Et puis, il y a aussi, dans ce contexte particulier, le fait que ces thématiques sont aussi, pour partie, l'espérance d'opportunité pour une extrême droite qui est, le reste du temps, prosélyte d'une invisibilisation, d'une furtivisation, d'une couverture de l'utilisation de la culture du viol dans les opérations extérieures, comme ça existait dans l'histoire militaire coloniale, et qui du coup est assez peu légitime à venir se recycler systématiquement politiciennement dans leur stratégie de ratissage, de quadrillage des canaux censés être numérairement significatifs pour assurer le train de vie politicien, qui nécessite une certaine réserve électorale et donc la démagogie communicationnelle qui va avec. Donc voilà, tout ce contexte n'est pas forcément en faveur du meilleur déploiement de la cybernétique possible, comme malheureusement dans l'histoire de l'humanité, le développement technologique et surtout l'orientation contrainte par les effets de levier direct des gros sous immédiats de financement qui ont des nécessités, des velléités d'emprestance bien souvent motivées par d'abord des comportements mafieux et ensuite des rectifications plus raisonnées avec l'expérience des dégâts potentiels de la survention des nouvelles technologies après quelques périodes de pratique. Même au siècle avant, dans les sociétés secrètes anglaises, l'invention du tube cathodique, donc le canon à électrons, donc les expérimentations dans les tubes sous vide, etc. Donc tout ce contexte qui est forcément lié au suprémacisme et aux rivalités internationales, mais dans les rapports peu avancés des sociétés encore très proches des impérialismes coloniaux, donc vraiment la dimension suprémaciste du capitalisme, il y a des choses qui sont encore largement questionnables, par exemple en Angleterre, il faut encore être l'ordre pour faire les lois, c'est quelque chose qui du coup ségrègue de fait la capacité de plasticité, de vitesse de réponse, de réaction du génie populaire. Il y a énormément de choses à continuer d'affiner. Et voilà pourquoi, à mon sens, il est difficile de décorréler ces questions de la responsabilité de ces technologies. C'est précisément ce qui est à améliorer et à continuer de stimuler dans le champ politique, et donc ces initiatives de rapports aboutis et mûrs entre les capacités d'évolution technologique et les anticipations et les réflexions sur les chaînes d'impact de ces évolutions technologiques, puisque c'est une augmentation des fondamentaux de soutenabilité des superstructuralités des sociétés, ne peut pas être dévalorisé ou dénigré publiquement, c'est impossible. Ça fait partie de la responsabilité de s'engager dans ces thématiques. Donc, il y a des questions d'effet de rebond à se poser, il y a des questions
d'impact environnemental à se poser. Il y a des questions de connaissance des territoires auxquels les adresser dans la vitesse de dispatch et d'évaluation, de faire en sorte que cette évolution technologique ne nourrisse pas, par exemple, des tensions, des instrumentalisations, des réorientations extraordinairement violentes. Hein. C'est le vieux dilemme de l'homme, on enfonce des portes ouvertes là, hein, mais c'est toujours l'os va-t-il servir à briser, broyer des os, manger la moelle, ou à fracasser le crâne du rival, hein, 2000 ans l'Odyssée de l'espace, tout ça. Donc, ce sont des sujets vus comme le monde. Sauf que on a quand même des réalités pragmatiques qui sont que aujourd'hui on a un souci avec le biotope, on a un souci avec la nécessité d'avancer les connaissances électrosphère, magnétosphère terrestre et la connaissance du cosmos autour de nous, de l'avancer dans différentes régions du cosmos, plus les signaux, les fronts de force se propageant dans les architectures galactiques elles-mêmes. Il y a aussi des choses qui véhiculent dans la galaxie, qui sont potentiellement des menaces. Tout ceci est un champ lié, puisque analogiquement, les couplages de bulles de champ, de radiance des magnifères sont des choses avancées aussi en interférométrie, en spectrométrie avancée, qui sont analogues aussi au niveau micro-local. Ces phénomènes de résonance sont analogues à ce qui se passe au niveau céleste, astrophysique, dans les différentes compositions des champs propres aux planétoïdes et aux étoiles. Donc, ces questions doivent être abordées forcément dans cette complétion d'ensemble. Et voilà pourquoi ce n'est pas possible sans poser des bases intransigeantes et indiscutables, sanctuarisées, de respect mutuel, de manière de valoriser le génie propre à chacun et de le mutualiser. Et donc, ce n'est pas possible dans ces permissismes de déprédation mus par le capitalisme, puisque c'est le problème de ce que ces chaînes de conséquences du coup risquent de s'emballer. Hein. C'est le mythe du déluge nous avertit lui-même de cela. Hein. Ils oublièrent la terre sur laquelle ils étaient installés. Hein. Et donc où le mythe, la figure, l'archétype de l'Atlantide finit englouti, hein, donc en enfer, dans le Sheol, dans une régression en fait, dans l'élévation, hein, dans tous les mythes archétypaux, sémiographiques que vous voudrez, des avertissements de tous les anciens textes canoniques de référence, quelles que soient les confessions. Et donc c'est la chose à comprendre, hein, c'est-à-dire que une vibration mal calibrée, un mauvais rapport au rôle du point masse dans les montages, etc., sous l'action des couplages d'effets, peut faire s'effondrer des structures porteuses de l'organisation de la matière. Donc, c'est des choses à ne pas minorer, à ne pas sous-estimer, et il en va de même pour la structure de la psyché qui interagit avec cela. Bon, je dis pas ça pour faire flipper tout le monde, je dis juste que ce sont les réalités des aboutissements ultimes de ces questions, et donc nous n'avons pas à esquiver ces sujets ou à infantiliser ces sujets, nous avons à organiser, à mon sens, la maturité de l'homme. Donc c'est là où je veux en arriver aussi. Donc moi personnellement, je poursuis aussi des projets d'optimisation des centrales aérothermiques d'Edgar Nazar, parce que je trouve que c'est quelque chose qui est tout à fait adaptable plus tard pour les projets de terraformation planétoïde, puisque il y a ces questions aussi d'intégrer en fait dans les échanges énergétiques les questions aussi de transformer l'interaction, puisque le génie de Tesla, en grande partie, c'est souvent un génie inertiel. Hein. C'est le must de Tesla par rapport à tous ses concurrents, c'est de comprendre cette anticipation, d'intégrer dans la géométrie de l'architecture elle-même les rôles inertiels. Ça, c'est le trait commun au génie de la surabondance de tous ces brevets. Et donc, la question ultime finale de ce génie de la vortexique, c'est de comprendre comment l'exploitation de la spintronique dans les différents types de choix de force dans les différentes architectures de Tesla, hein, pneumatique, mécanique, électrique, hydraulique, ce que vous voudrez, du coup, débouche forcément dans son niveau de développement supérieur, hein, donc supplémentaire surtout aux contemporains, dans une fois exploité et continuant d'être surgénérativement génératif,
la question des projections inertielles post-équipement qui, du coup, interviennent directement sur les questions de terraformation. Si on a un échange d'exploitation des forces de base, des propriétés des planétoïdes, générant de l'énergie surabondamment et continuant en fait de ne pas tout prélever dans les chaînes de réactivité, la question derrière, c'est le passage à l'étage de bypass de ces architectures pour lancer des inerties d'atmosphérisation, par exemple. Bon, etc., etc. Donc, c'est par exemple la question de l'intégration des architectures dans les propriétés sphériques des planétoïdes, telles que l'effet Coriolis, etc., etc. The field and inductance of a spherical coil illustrate the model of a distributed surface current density and the associated Laplacian fields. This is a coil wound on the surface of a sphere. Here are the terminals. A current through the wire results in a magnetic field inside the sphere that is uniform. Outside, the field is that of a dipole. Because these fields are so simple, this flux ball example is a valuable resource for dealing with other situations and for getting basic notions straight, such as how to compute the inductance of a coil, every turn of which links a different amount of magnetic flux. A Hall magnetometer with a transverse probe make it possible to probe the field. We'll use the oscilloscope to show the output of the Hall probe. The upper trace is the coil current. The lower is from the probe. Here at the North Pole, the magnetic flux density should be perpendicular to the sphere surface. The probe detects the field perpendicular to its flat face. So we can see that the field is perpendicular to the surface of the North Pole. At the equator, the field is tangential and in the opposite direction. By watching the phase of the lower trace, we can see that the field at the South Pole is in the same direction as at the North Pole. The phase is the same at the two poles, so the field is upward at both poles. Watch the vertical component of the field as we go from the north to the south. We have a hole from the south to the North Pole. We can insert another probe. By contrast with our transverse probe, this axial probe measures the magnetic field along its axis. The magnetic flux density inside the sphere is essentially uniform. Outside, it has the decay of a dipole. Inside, we measure 5.4 Gauss RMS. The flux ball is a classic example where the fields are simple to represent. A uniform field inside and a dipole field outside. And yet interesting enough to give insight into more complex situations. For example, the vertical field at the North Pole should be twice what it is at the equator.
Bon, bref, tout ça pour dire que c'est l'échelle de ce changement de paradigme pour lequel personnellement je plaide tant, qui est l'éco-synergisation, c'est le niveau d'exigence, d'excellence, d'anticipation conceptuelle, métaconceptuelle, pluriconceptuelle, associée à la complexité grandissante de ces systèmes, parce que cette complexité, paradoxalement, dans ces cas-là, n'est pas l'ennemi de la simplicité, puisque le vrai tour de génie intellectuel de toutes ces questions, c'est de comprendre que c'est notre compréhension des forces qui est limitée. Ces forces sont déjà inscrites ainsi dans la nature. C'est juste que nous redécouvrons notre capacité dans ces champs simples d'y inscrire une complexité d'exploitation ultra efficace. Donc c'est pour ça que c'est prendre, à mon sens, le sujet du mauvais côté que de considérer les petites avances pas à pas comme ça, alors que c'est clairement pas la topographie dans laquelle ça s'inscrit. Bref. Et enfin, donc, je remets ce schéma à l'écran, parce qu'il faut observer ici la différence, la paradoxalité qui débouche sur le quantique. Donc, c'est ici toute la question que vous voyez entre la trajectoire périmétrique, hein, donc la plus tangentielle, hein, la suivant le plus le bord extérieur de la sphère par rapport entre, par exemple, vous prenez deux points antipodaux, hein, pôle nord, pôle sud, par exemple, et vous vous intéressez au différentiel synchrone de couplage. Donc, admettons que A est au pôle nord et B au pôle sud. Dans un même champ émis entre celui qui va passer directement par le diamètre et celui qui va passer par tout le bord de la courbure de la sphérécité maximale, ils vont être réceptionnés en même temps. Pourtant, il y en a un qui va parcourir 1,5 fois plus de distance que l'autre. Donc qu'est-ce que c'est que cette paradoxalité de véhiculation des différentes propriétés de l'énergie en mode déjà tellurique, ce qui est contraire à la physique conventionnelle, hein, parce que normalement la mise à la Terre c'est un zéro à la Terre, donc c'est un effondrement de la tension et de l'intensité. Or, dans ces problèmes de paradoxalité là, c'est la question du cheminement pelliculaire et du cheminement Hacker. Bon. Donc convection, translation, on commence à être sur des topologies, des mathématiques complexes, hein, les interactions de la géométrie et des matrices de groupe, etc. Donc d'où toute la mécanique symplectique de Souriau, etc. Tous les travaux formidables de Jean-Pierre Petit, etc. Et on a un autre sujet, donc je le rappelle, c'est celui-là. Donc ça, on voit pas très bien. En fait, ce sont les 7 unités de base du système international. Donc la seconde, le kilogramme, le mètre, l'ampère, la mole, le candela, le kelvin. Bon. Le problème, c'est que, si vous voulez, sur tout ça, ils partagent tous, hein, ils ont tous en commun une composante de temps dans les formules de base. Et le problème, c'est que cette formule de temps de base, elle est elle-même dépendante d'un système paradoxal qui est que sa canonicité est basée sur les connaissances des structures atomiques, hein, puisque ces rapports à la demi-période de l'atome de césium, si je me rappelle bien, l'horloge atomique, donc c'est calculé à la base sur la célérité dans le vide, et donc ensuite ça a été fait par les horloges atomiques, et si vous voulez, donc au tout début c'était donc dans la longueur d'un pendule pour le mètre, hein, donc c'est devenu ensuite une fraction de méridien terrestre. Pour l'ampère, donc c'est l'intensité électrique d'un courant, donc fonction des équations de Maxwell, donc dans 2 portions d'espace, donc durant un temps, donc ça revient à un ratio de vitesse, hein, donc des sûretés. Donc il y a encore la question du temps en fait qui est nécessaire pour l'échantillonnage de l'observation de la quantité d'énergie. En joules c'est pareil puisque c'est par hertz, donc c'est par fois par seconde, etc., etc. Donc si vous voulez, le rôle du temps est omniprésent là-dedans. Or, le problème, c'est que dans certaines configurations paradoxales, géométriques, différentielles, synchrones, on a des problèmes de relativité, d'écoulement temporel. Hein, c'est toutes les questions, par exemple, soulevées par Jean-Pierre Petit dans son travail sur la géométrie cosmologique avec le modèle Janus, etc. Donc sur les questions de multitemporalité, hein, c'est-à-dire par exemple dans l'univers gémellaire d'après ces modèles, l'écoulement du temps est différent, la vitesse de la lumière est variable. Le référentiel de vitesse de la lumière n'est pas la même que dans l'autre plan gémellaire que nous habitons, celui de la matière consolidée. Donc on peut dire de l'autre côté du point masse,
quand les choses s'invaginent et que la matière se détricote sur cette éthéricité totale, hein, qui est quelque chose à voir avec les bulles de champ de radiance des mammifères, la vitesse de propagation de la lumière n'est pas la même. Et la nature de la lumière, de l'énergie dans cette forme-là, dans ce champ-là, n'est pas la même non plus. C'est pour ça que on observe avec les bobines Tesla des phénomènes parfaitement étranges. On a des matériaux isolants qui se mettent à collecter l'énergie statique. On a des types de stimulation de filaments d'ampoules à bulbes qui résistent au trempage dans l'eau, qui normalement la court-circuite. Bon, il y a plein de choses qui sont extraordinairement étranges sur la polarité de la lumière même. Et bon, donc voilà comment toute cette physique, si vous voulez, c'est le balbutiement aujourd'hui. Et si vous voulez, c'est d'autant plus d'arguments qui rendent caduque le malthusianisme, le dépopulationnisme, hein, le prétexte pseudo-matériel tentant de justifier le suprémacisme, hein, que on comprend mal comment on peut encore avoir à se confronter à ces idéologies aujourd'hui, parce que c'est vraiment l'obscénité totale du pur totalitarisme pseudo-politique, hein, qui croit là servir une pseudo matérialité, de maturité, de courage, de maîtrise, alors qu'il ne s'agit que d'un délire totalement incompétent, puisqu'en réalité, ces architectures et ces géométries sont tellement le propre des meilleures configurations de transformation de force que la nature nous montre systématiquement, c'est-à-dire la goutte d'eau, la sphère de goutte d'eau par rapport à la tension de surface d'un lac. The strength of surface tension is visible in a large volume of water and in a tiny drop. Therefore, that's what we see. The surface, like a trampoline or a stretched mesh, keeps the drop for a while. And the drop strives to become a sphere again because of the effect of surface tension. And the smaller the drop, the more regular the shape is. It's recording. Tous les insectes qui réussissent à crapahuter sur ces surfaces, etc., ou les phénomènes de boules de foudre dans certaines configurations. Sonoluminescence. The first time I saw sonoluminescence was in a darkened room. I was transfixed to look at this spherical flask of fluid. And you'd look into the center, and in the center see a glowing blue-purple light, which could be seen with the unaided eye. It looked like a star in the heavens. Seth Putterman called it the star in a jar, a tiny spot of bright light contained in a flask of liquid. This star in a jar is made when a sound wave is passed through a small bubble inside a flask of liquid. And this sound wave makes the bubble do something remarkable. First it expands, then it collapses. And this collapse happens so violently that vapor molecules trapped inside the bubble slam together and heat up so much that the bubble
gives off an incredible burst of heat and light, several thousand times a second, giving the appearance of a star. What made the phenomenon so exciting was the temperature of this star in a jar. On its surface alone, the light burns at tens of thousands of degrees. And Seth Putterman now contemplated a tantalizing possibility. Could the core of the collapsing bubble be even hotter? Hot enough for fusion. One of the mysteries of sonoluminescence is to determine exactly how hot the interior of the bubble gets. In the sun, the interior can be millions of degrees, hot enough to cause fusion. And the thought crossed my mind that perhaps inside the collapsing bubble, the interior of the bubble might also get hot enough to cause fusion. If so, this would be something truly amazing. By simply bombarding tiny bubbles with sound waves, temperatures of over 10 million degrees would be created. And nuclear fusion, the same reaction that powers the sun, would be happening almost effortlessly here on Earth. Regarde ça, la boule de foudre. Personne ne sait vraiment d'où elle sort. Elles apparaissent de nulle part, flottent dans l'air et peuvent être mortelles. Elles frappent tout sur leur passage, disparaissent avant même que vous puissiez réagir. On ne comprend pas encore comment elles se forment, ni pourquoi elles choisissent leur cible. Regardez ça, c'est comme voir la foudre prendre vie, et croyez-moi, ça fait froid dans le dos. De l'atmosphère, où le fait d'étirer la charge électrique du sol vers le ciel donc c'est-à-dire de renverser la connaissance de la majeure partie de la population de la façon dont la foudre fonctionne, qui du coup pose des questions bien plus profondes, c'est-à-dire la capacité énorme du condensateur sphérique terrestre, donc c'est-à-dire et son alimentation perpétuelle par les étoiles, que il est évident que ces architectures sont les façons de démoduler l'infinité, l'immensité de l'alimentation permanente en quantité colossale d'énergie dont la configuration du biotope sur lequel on vit, la planète, a été les facteurs d'apparition de la vie.
imaginez la suralimentation qu'il faut pour produire toutes les synthèses physiologiques de mitose, de surpopulation cellulaire, l'exponentialité de la vie, le fait qu'une plante donne des milliers de graines, cette surgénérativité-là. Imaginez au niveau cellulaire le travail conséquent de toutes les molécules d'ADN à tous les étages pour produire cette surgénérativité en permanence. Il n'y a pas plus efficace sur Terre. Bon, ces configurations-là, ces géométries-là, sont le moyen de s'inscrire dans ces cycles. La question, c'est que jusqu'ici, on ne les voit pas dans leur étendue, puisque on fonctionne en circuit fermé, comme le cycle de l'eau, etc. Et je pense que la profondeur des spécificités de ces architectures-là sont surtout de dépasser ce stade de l'œuf planétaire, si vous voulez. Donc c'est là où, même si je n'aime pas l'horizon politique de Musk dans sa violence, sa suffisance, ces vieux tropismes fascistoïdes, ségrégatifs, afrikaners, Bauer, etc. Le volet de la destinée de l'humanité d'étendre son champ relationnel complexe dans l'espace, lui, n'est pas déconnant. Donc ça veut pas dire que je plébiscite les thèses de Musk. Y a rien qui m'horrifie plus que le fait d'inventer des prétextes, d'essayer de s'en prendre à la démocratie. Et y a rien de plus affreux aujourd'hui. Cette régression est insupportable. D'autant plus pour la démagogie, la perniciosité, la perversité de l'amputation en fait des facultés d'autrui que la manipulation du réel au moyen de la cybernétique. La cybernétique est quelque chose qui me déplaît très fortement dans les applications actuelles, c'est-à-dire toute la cybernétique de psychométrie non consentie est une horreur néo-nazie, néo-mengeléenne qui n'a aucun sens sociétal. Et il ne peut pas y avoir d'organisation sociale qui ne puisse pas se construire dans le consensus, sinon on bascule dans le champ du totalitarisme. Donc soit statué, soit ratifié, soit exprimé par suffrage, ce que vous voulez, mais là où il n'y a pas de suffrage, il y a totalitarisme, il y a tyrannie, quoi. Et donc, parce que c'est de l'emprise directe sur le corps, en fait, donc le pouvoir du chiffre s'exerce sur la définition d'autrui sans consentement, donc ça ne peut pas être de la médecine, par exemple, puisque la base de la médecine, c'est le consentement libre et éclairé du consultant chez le thérapeute, donc... c'est ça qui, pour moi, est nécessaire de bâtir aujourd'hui comme prérequis au consensus qui doit structurer ces débats. Hein. On n'est plus dans une question de filiation, de chronologie, d'atemporalité ou d'anachronisme, puisque de toute façon ces plans technologiques-là vont venir s'inscrire dans ce qui va devenir épicyclique, hein. C'est-à-dire que le manifère-transmetteur, c'est aussi le solarscope du cosmos, parce que sa façon de se mettre à l'interstitiel entre le champ restitué par l'alimentation du planétoïde terrestre dans son électrosphère puis sa magnétosphère, la façon du manifère-transmetteur de le démoduler, de le structurer et de se mettre à émettre une imitation de ce champ-là à son niveau local, c'est en quelque sorte rajouter une étape artificielle de cette configuration de Matryoshka, de poupées gigognes les unes dans les autres, puisque la planète restitue cette fonction, cette capacité-là, parce qu'elle est inscrite dans le système solaire et donc dans la stellar sphère, et parce que le système solaire est lui-même inscrit dans des stellar sphères de plus grande amplitude, comme j'ai démontré dans les vidéos, comme je l'ai rappelé dans les vidéos précédentes. Le rapport entre le Soleil et Betelgeuse, par exemple, n'a rien à voir au niveau volume, du point de vue du volume stellaire de ce que c'est. Donc, ces technologies-là ne sont pas en train d'ouvrir simplement un champ transformant hyperlocal qu'on considérait avec les découvertes de la thermodynamique d'antan. Aujourd'hui, elles ouvrent cette inscription dans ces épicycles-là, dans ces scalarités-là. Donc, c'est pour ça que ça ne peut pas aller sans l'évolution de ce paradigme.
oui, il y a un investissement à faire sur l'effort matériel de bâtir les observations et le raffermissement et l'affirmation de la capacité d'exploiter ces lois, etc., et de sortir la société dans les narratifs de pénurie obscène, qui ne sont que des prétextes de maltraitance et de sadisticité. Mais on peut pas le structurer sur un rapport capitaliste, parce que le capitalisme est une folie. La véritable nature du capitalisme est le suprémacisme. C'est pour ça que je ne suis pas d'accord avec les marxistes, d'autant plus que le marxisme, pour moi, est hypocrite sur la réalité du bilan humain véritable de sa doctrine. La dictature du prolétariat et le plus grand nombre de morts sur la planète, c'est un fait. Je n'ai pas d'animosité envers l'humanisme communiste, mais la réalité historique reste matérielle, factuelle. L'honnêteté, la sincérité intellectuelle, analytique, historiographique ne peut pas faire l'impasse en toute véritable honnêteté intellectuelle du fait que les différentes moutures de communisme depuis la révolution soviétique a engendré le plus grand nombre de morts sur la planète. Même l'impérialisme et néo-expansionniste américain n'a pas fait autant de morts depuis la création des États-Unis, quoi. C'est faux. Donc, je veux dire, on est à 200 millions de morts sur la révolution soviétique. On est sur 10 à 20 millions de chrétiens orthodoxes massacrés. Chaque révolution communiste en Chine, etc., la révolution chinoise a fait autant de morts que la Seconde Guerre mondiale européenne. Donc, Seconde Guerre mondiale totale, Europe c'est 25 millions, monde c'est 50 millions. Donc, si vous voulez, voilà, on ne peut pas faire l'impasse de tout ça. Les systèmes strictement locaux, strictement matériels, hyper exploitationnels, ne sont plus appropriés par rapport aux complexités propres à ces architectures, propres à ces systèmes. Il y a non seulement une part, j'ai pas envie de dire éthérique parce qu'on va rentrer dans l'ésotérisme, mais déjà ionisée. On approche dans l'exploitation de champs qui sont parmi les plus dématérialisés. On commence à s'approcher de l'extra, voire de l'alter atomique, puisque il commence à y avoir ces questions de forme d'énergie et des intrications quantiques légères, voire des capacités de perméabilité, d'inversion du point masse et donc d'interactivité avec les plans gémellaires cosmologiques commencés à être modélisés par Jean-Pierre Petit. C'est pour ça que j'amenais cette critique directement dès le premier colloque à Christophe Tétard, parce que c'est la réalité de ce qui se passe. C'est-à-dire que ces alternances de phases de projection dans l'espace sont des imaginations de la façon dont on a structuré l'espace-temps dans les équations. Les équations relativistes einsteiniennes sont des extensions des travaux de Maxwell. Faut comprendre que la pulse dans un espace tridimensionnel multipolarisé devient un espace de calcul à 6, 12, 19 dimensions, et que on commence à être dans des espaces de Minkowski, dans des espaces de Hermite, etc. Faut entendre Jean-Pierre Petit quand il dit tout ça. Ça fait longtemps qu'il a travaillé sur tout ça, sur la physique des plasmas. Par rapport au caractère géométrique, je vais faire des analogies simples qui vont éclairer tout le monde là-dessus. Il est évident que on va toucher à quelque chose qui est profondément archétypal analogiquement avec la structure même de la vie, puisque on va rentrer dans l'inertie, la dynamique des liquides, la mécanique hydraulique, etc., l'hydrodynamique, et donc voilà pourquoi ça peut être anxiogène, pourquoi ça s'approche de réflexes de tabou dans les organisations sociétales. Researchers at Harvard Medical School have captured extreme close-ups of bacterial membranes and their cell wall exoskeleton during cell division, providing never-before-seen views of the processes involved that may provide new clues for fighting antibiotic resistance. The work focused on the double-layered membranes of E. coli. Some of the most dangerous bacteria that infect humans have this same double membrane structure, which makes it hard to get drugs into the bacteria and kill them. The researchers used live cell fluorescent imaging to get a full view of the bacteria. This allowed them to see in real time how the different cell surface layers changed relative to each other during cell division.
They then used cryo-electron tomography to get the first ultra-detailed, three-dimensional views of what happens within the double membrane structure during division. No other tool could reveal such detail inside cells. Here, a small opening between the membranes of the two daughter cells is captured moments before the cells separate. The team gained new insights into what controls the push and pull between surface creation that makes a bacterial cell grow longer and surface creation at the division site that allows new cells to form. Studying mutants that alter E. coli's DNA revealed that this bacterium contains genetic instructions that shape the cell's division site. Surprisingly, the mutants divide in several different ways, forming distinct shapes seen throughout the bacterial kingdom. By revealing more about how bacteria divide, the study promises to drive fundamental research and help in combating the worldwide antibiotic resistance health crisis. Mais aussi comment c'est précisément tout ce qui a tenté d'avoir été endigué de salutaire, comme j'ai démontré dans mes précédentes vidéos, avec les travaux de Marcel Violet sur les phases médicales, travaillées sur des os augmentés, Benveniste, Montagnier, les travaux sur les phases nutritionnelles racinaires, rhizomiques, par tout ce qui est l'électroculture, avec Christophe Loh, avec Lakowski, avec Hallström, donc voilà. Si vous voulez, il y a tout ce pan entier de la physique, il touche tous ces domaines. Donc, oui, il va y avoir quelque chose qui va être déboussolant et qui risque de considérablement déstabiliser les structurations des identités, parce que c'est l'absurdité de la violence des anciens mondes qui vont nous sauter à la figure de par ce par quoi elle tentait d'être absurdément justifiée. Donc, c'est là où j'appelle aussi à bien distinguer, en finir avec ces fausses questions. La question, c'est pas l'ego, tuer l'ego, tout ça. L'ego, c'est l'anima, ça fait partie de ce qui fait qu'on est en vie, qu'on a un corps animal qui fait partie de nos structurations primitives, premières, profondes. Les anciens, dans leurs humanités, considéraient nature, humeur, caractère. Ça a été l'équivalent à la psychanalyse après avec le ça, le moi, le surmoi. Mais la vraie question, c'est l'orgueil. La vraie question, c'est le narcissisme de l'intelligence qui doute tellement d'être qu'il a besoin de se rassurer, de s'affirmer dans la violence et qui du coup échappe à la sagesse. La sagesse, c'est le bon emploi de l'intelligence. Donc, c'est ce qu'on fait ici dans ces vidéos, dépasser les différents, mais il faut comprendre que quand Christophe Tétart demande que l'on comprenne le sacrifice qu'il fait de poser cela sur la place publique, tout à fait, c'est pour ça que cette vidéo aujourd'hui de modération par rapport à ce qui est sorti hier existe, mais il faut que Tétart comprenne aussi que ma situation est horrible, d'être ciblé et déprédaté par le pire de l'abjection de la perversité qui était imposée comme système, qui refuse le bien fondé et le pertinent des critiques, des ensembles structurés de critiques que je porte, et qui se permet d'essayer de me le faire payer en essayant d'atteindre à l'intégralité de mes droits. Moi, j'ai des retards anormaux de capacité, de soins de différentes choses qui ont été tenté d'être atteintes sur mon propre corps, alors que j'ai cotisé une vie active qui a démarré avant ma majorité, et que toute cette différence entre mon net et mon brut, je suis privé de mes droits naturels d'avoir cotisé pour cela. Il n'est pas normal de se retrouver dans des systèmes de harcèlement tentant d'être démultipliés, qui cherchent à occulter cette réalité-là, parce que, hypocritement, tout le monde, jouant ce jeu-là, est entraîné en réalité dans un rapport capitaliste et opportuniste qui se permet de se bâtir sur la dénégation des mérites des autres. Ce n'est pas possible, ce n'est pas acceptable, ce n'est pas tolérable. Je veux dire, je mets ces gens-là devant une prise électrique, ces gens sont perdus. Par contre, moi, vous me mettez sur un plateau de télé, ou photographe de plateau, ou musicien, ou dessinateur, ou portraitiste, ou dessinateur judiciaire, moi je saurais le faire. Vous voyez la différence de réciprocité et de qualité. Bon, et pourtant, je ne m'attaque qu'à ceux qui tentent d'outrepasser ces mandats. J'attaque pas gratuitement des gens comme ça. Je fais toujours le distinguo entre l'abus et la naturalité des droits. Voilà.
Mais je n'ai pas à faire l'impasse sur le fait que cette maltraitance qui m'est dirigée systémiquement, essayant d'entraîner son mimétisme, soit néonormativisée. Vous comprenez bien que c'est pas possible, hein. Sinon, ça veut dire que systématiquement, moi je fais un effort de résister à la tentative de ma sociopathisation, et en réciprocité de cette situation déjà obscène et abjecte, on tente en plus de l'invisibiliser et de continuer d'accentuer et de réitérer, hein. Là, je vais encore devoir répondre sur comment se fait-il qu'à Blast sort encore pile poil une affaire qui vient concerner la proximité de la ville de Riom, hein, pour parler de la secte de l'affiliation Solazaref, hein, puisque c'est précisément là où j'ai été baladé dans l'Allier, hein. On a essayé de me construire un rapport du fait que j'utiliserais des IA pour produire des harcèlements de deepfake porn. J'ai jamais été à l'origine de tout ceci, hein. Par contre, ça a servi à couvrir le fait que mes compétences, mes talents, mes disponibilités ont fait faire des avancées technologiques conséquentes à la société civile, et que tout ceci a couvert une opération israélienne qui s'est précipitée là-dessus, tenté de tout verrouiller, essayer de se précipiter, déclencher le 7-10, hein, qui est en train d'essayer de justifier le génocide de la Palestine, hein. Et si je le dis, on essaie de faire de moi, hein, l'ennemi de l'humanité, hein. Bon, c'est des choses qui sont insupportables à vivre. Bon, nous, tout ce qu'on a fait dans cette configuration-là, on l'a fait dans ce moteur d'améliorer les conditions d'optionnalité nécessaires à améliorer la situation de la condition de vie générale, hein. Il y a des choses qui se sont un peu perdues en cours de route, plus chez mon collaborateur que chez moi. Ça joue sur ces tableaux, de tenter de semer ces dissensions, de jouer ces jeux d'accaparation, etc. Parce que c'est la corruption qui cherche à se répandre. C'est ça la véritable nature du problème. Donc, c'est pas en entretenant ces côtés superficiels de l'aspect du problème qu'on va avancer, et surtout qu'on va utilement servir le commun, hein. Ce sont les niveaux de base sur lesquels on est manipulable. Si on se satisfait de demeurer con, il faut construire ce consensus, comme je disais, ce prérequis, une bonne fois pour toutes, débarrasser de ces niveaux-là de rivalité totalement passéiste, totalement surannée, totalement arriérée, quoi. Ça ne peut pas fonctionner avec l'étendue de la véritable portée de ces révolutions architecturales technologiques. Or, pourtant, elles sont nécessaires aujourd'hui, vu l'étendue, l'échelle du problème qui commence à se poser à nous. Parce que, pareil, ces échelles de champ, ça va être celles qui vont être capables de faire vibrer de larges portions de volume d'espace et de noyaux de nucléation contenus dedans, favoriser la condensation, prendre le relais des masses de couverts forestiers qu'on a surexploités, hein, et qui vont être la solution, la générativité du maintien hygrométrique dont on a besoin pour éviter de voir le basculement climatique continuer de s'accélérer, de s'exponentialiser. Donc, on ne peut pas se saisir collectivement de ces questions dans la poursuite de ces rapports d'interdéprédation qui sont d'un autre âge. Ce n'est plus possible, si vous voulez. Et donc, voilà pourquoi il fallait mettre tout ça au clair, parce que nos ennemis communs sont ceux qui obstruent nos avancées, les légitimités trouvées normalement des appuis de financement par rapport à ces compétences, les obstructions judiciaires qui permettent de dénouer ces situations. Moi, je demande pas de pourrir la vie de mes agresseurs. Je l'ai toujours dit le long de mes vidéos. Moi, ce que je demande, c'est la reconnaissance de mes droits légitimes à réparer les préjudices subis, qui sont en plus la cofactorialité d'explications largement tentant d'être superposées à mes véritables mérites, qui expliquent les ralentissements que j'ai connus. C'est pour ça que je ne pouvais pas laisser Christophe Tétard chercher à jouer cette carte de tenter de continuer de l'entretenir en place publique. C'est inacceptable. Qu'il se mette à ma place, hein, et qu'il ne puisse pas, ne serait-ce que aller au travail, commencer à accumuler un début de capital, vouloir initier son projet, et qu'en plus on vienne lui dire « T'es où, mec ?» Qu'il se mette 2 secondes dans cette situation, dans une expérience de pensée, et qu'il nous explique ce qu'il en aurait vécu. Je suis curieux de savoir ce qu'il en aurait dit, parce que je trouve que, même par rapport à ce sort qui tente de m'être fait, je suis quand même quelqu'un qui est extraordinairement maître de ce qui tente d'être systématiquement surgalvanisé, être déclenché chez lui, hein, et qui le restitue en restant concentré sur l'intérêt général, hein. Je suis pas certain que beaucoup d'autres personnes dans ma situation auraient tenu aussi longtemps avant d'être contraints et
de craquer, de faire un passage à l'acte divers dans une telle intensité de tentatives d'entreprise de cyberbashing coordonnées et de toute l'hypocrisie systémique qui va avec, quoi. Donc voilà pourquoi ce n'était pas possible de ne pas faire ce point de clarification ferme et définitif sur ce plan-là. Et vous voyez que c'est en combattant les gens qu'on se connaît, qu'on se rencontre, et que c'est la façon de répondre aux subtilités du réel. Le reste n'est pas proscrit pour autant, vous le voyez bien ici.